sur la maturité du cloud. Et cette keynote, c'est une keynote partagée. On va se partager les sujets. Ça correspond à sur quoi nous, on est focalisé dans notre work day-to-day, si je peux dire comme ça. On va parler surtout de cette évolution, de cette maturisation des services Cloud Azure vers plus de complexité, plus de performance, plus de sécurité. Et c'est super intéressant parce qu'on voit ça après des années d'évolution. Donc, si tu veux avancer. Qui sommes-nous? Donc, peut-être quand même un petit moment, quand même, on travaille dans des boîtes. Je pense que Cédric, tu peux commencer à dire un mot sur qui tu es et où tu travailles. Se présenteront après, hein, ils ne sont pas sur la scène, c'est une pratique. Oui, bah non, je te passe ça. Oui, mais du coup, juste un petit mot, moi je travaille du coup aussi sur Azure depuis pas mal de temps, donc chez différents clients. Moi, je suis plutôt effectivement un axe plutôt développement et d'application sur Azure. Moi, je suis Marius Zaharia, je suis Cloud Solution Architect à Société Générale. Je travaille aussi avec mes collègues depuis un bon temps. Je suis à peu près dans le début, le cloud et Azure en particulier. Aujourd'hui, plus orienté sur des aspects d'infrastructure, gouvernance, sécurité, des choses comme ça. Jean-Luc, je vais faire ça. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Luc Bouchot. Je fais partie des équipes Avanade, entité conseil, pour les grandes entreprises. Donc, on les conseille sur comment bien adopter le cloud d'Azure, essentiellement, mais surtout comprendre pourquoi ils veulent aller dans le cloud, quelle est la valeur qu'ils vont y trouver, pour quel type d'application, etc., pour bien mesurer et que ça soit le plus rentable pour eux. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Émeric Wimbach, je suis du coup aussi Cloud Solution Architect et je suis indépendant. Moi je fais à peu près le même métier que mes collègues, mais je suis toujours plus orienté axe développement que infra, mais voilà, et architecture. Et puis aujourd'hui c'est moi qui suis en régie. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Ibrahima qui est là-bas. Voilà. Donc bonjour tout le monde, donc moi c'est Ibrahima Modji, donc je suis architecte de solutions sur la partie Azure et Microsoft 365, mais je suis plus orienté aujourd'hui Azure sur la partie tout ce qui est infra, gouvernance et sécurité. Je travaille chez Infini Econocom, groupe Econocom, et on aide nos clients à migrer vers le cloud et à construire des applications dans Azure. Voilà. Super, merci. Et Igor, qui est actuellement passé à l'entrée en remplaçant, en faisant ce service-là, qui est, il va se présenter de toute façon dans la session de clôture pour lui, effectivement. Voilà. Donc, on va commencer par un peu d'histoire sur l'évolution du cloud. Donc, on ne va pas rester beaucoup, mais quand même, c'est bien de repartir des bases, si tu veux avancer. Donc, super intéressant parce que cette discussion, on a eu à l'intérieur de l'AEG. Comme vous savez, la Société Générale, c'est une banque. Dans une banque, il y a du mainframe. Donc, une sorte de discussion marrante. Mais vous savez que le mainframe était le cloud avant l'heure. Et comment ça, mainframe, c'est un truc très, très un mastodonte, quoi. Mais en fait, ce principe d'avoir des terminaux qui travaillent sur un ordinateur à distance, que ce n'est pas la même notion dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui a quand même révolutionné la manière de voir l'ordinateur. Et donc, oui, il y avait cette idée, donc vous voyez un mainframe, un grand calculateur, mais qui servait en mode partagé des utilisateurs. Okay, et il y a eu cette on dirait, réflexion particulière de John McCarthy en 1961, qui dit l'ordinateur, enfin le calcul, on va dire le computing, pourrait un jour être organisé comme une utilité publique, comme le téléphone
aujourd'hui, c'est une utilité publique. Alors, c'était un truc absolument incompréhensible. Comment on peut imaginer ça? Ben oui, vous voyez, aujourd'hui, on a de l'Internet qui est assimilé comme un système public, d'utilité publique. Et avec le cloud qui commence à devenir quelque part un peu comme ça. Dans les 80s, dans les années 80, le principe de cloud, la notion de cloud est apparue dans les aspects réseau. Donc, avec cette modalité d'interconnecter surtout les réseaux intra- et inter-entreprises dans une vision de regroupement d'infrastructures qui était marquée comme cloud. Donc, c'était le cloud des devices et des réseaux. Kamal, je pense qu'il voit bien l'historique dans tout ça, effectivement. C'est pas que ça te rajeunisse, mais... alors, un sujet intéressant, il y a plusieurs histoires autour de l'émergence du terme de cloud computing, mais en 1984, Sean Sullivan, qui était avec Compaq et qui d'ailleurs après a émergé pour travailler sur plein de sujets d'entrepreneuriat autour par exemple des cartes, tout ce qui est street map et choses comme ça vient aussi de ces idées. Et il a dit cloud computing serait d'exécuter du logiciel, mais qui n'est pas chargé dans notre propre ordinateur. Et les investisseurs à l'époque, ils ont dit tu déconnes. Ils les ont dit comme ça, donc c'est n'importe quoi. Et c'était trop avant l'heure, effectivement. Dans les années 2000, les hébergeurs web émergent. Et là, on commence à voir ce genre de services et on rajoute les principes des services SaaS comme le mail, comme le collaboratif, et ça commence à infuser sur le service partagé. Les notions de cloud computing commencent à être nommées en tant que telles. Et en 2002, vous savez, 2002, on ne savait même pas de quoi on parle. Mais en 2002, Amazon crée Amazon Web Services. Le principe était au début de créer des choses qui soient créatifs pour les développeurs d'Amazon Web Services pour qu'ils fournissent des services à valeur ajoutée intéressante. Mais ça ne parlait pas du tout du cloud au début, ce n'était pas clair. Mais ils ont fait cette structure pour faire des web services de valeur ajoutée intéressante. Et en 2006, ça a émergé par la création des premiers services S3 et EC2 plus tard, comme une manière au début de dire, moi j'ai plein d'infrastructures en fait, j'ai plein de serveurs et je ne sais pas quoi faire avec. Je les loue aux autres en fait, c'est ça. Mais je ne les loue pas simplement comme une infrastructure bête et méchante, comme peut-être les hébergeurs web, ce n'est pas tout à fait bête et méchant, mais ce n'était pas non plus super développé. Mais de faire vraiment un service très ouvert, très facile à utiliser, et c'est après tout ça. 2008, Google crée Google Cloud Engine, et après ça s'endort chez Google, il faut dire. Et puis Microsoft lance Azure. Et il y a une initiative de Open Source Cloud qui s'appelle OpenStack, qui d'ailleurs a émergé pour effectivement exister aujourd'hui. La build où elle a été lancée, enfin la build, c'était la BDC à l'époque où elle a été lancée Azure, c'était en 2008. Oui. Tout à fait, mais slide d'après. Mais on va... Slide d'après. Ça va être précisé. Donc, je voulais poser la question de dire qui c'est cette personne. Et Ray Ozzie, c'est une personne très importante dans l'histoire du cloud et dans l'histoire du cloud Azure, parce que lui, il est venu avec Groove Networks. C'est une société qui a été rachetée par Microsoft et qui faisait du software collaboratif. Et d'ailleurs, à la base de Groove Networks, c'est du SharePoint aujourd'hui, par ailleurs, il faut savoir, et OneDrive. Donc, tout ça, ça part de 2005. Ray Ozzie est devenu après CTO de Microsoft et on lui a dit, avec Amitabh qui voulait en fait sortir partie, travailler, il y a cette idée de CloudOS, donc système d'exploitation dans le cloud, une sorte de Windows dans le cloud. Et peut-être que certains d'entre vous savent, mais le codename de ce projet, c'était Red Dog. Et vous trouvez des initiales RD parfois dans les instances des services PaaS, par exemple, RD quelque chose, ça vient de Red Dog. En 2008, comme Émeric correctement le dit, Microsoft annonce Windows Azure. Donc, c'était le moment de dire, nous, on se met dans le cloud.
2009 sort de prévu des services qui s'appellent .NET Services et SQL Services. Donc, c'était du PaaS à l'époque déjà, mais de manière très Microsoftique, très, on va dire, lock-in, entre guillemets, et du SQL équivalent du SQL Server, qui est aujourd'hui émergé sur le service SQL Database, comme vous le savez. En 2010, Windows Azure devient disponible en production. Donc, c'est le moment historique, si vous voulez. Et puis, ça démarre, ça se développe, tout ça. En 2012, il y a un moment important, et ça correspond, c'est beaucoup plus que ça. Vous voyez les Azure Websites qui viennent, okay, mais vous avez les VM. Et ça, c'est quelque chose de totalement important parce qu'au début, Microsoft n'est pas parti sur AS. Ils ont dit, le PaaS, la plateforme, c'est on va à fond. Et ils se sont rendus compte que c'était une erreur parce que le monde n'était pas préparé pour le PaaS encore. Et il y avait beaucoup d'infrastructures. Et donc, ça marchait comme ça, c'est chez AWS. Donc, ils ont ouvert le service IaaS, les services IaaS avec des VM et tout. Et puis, le nouveau portail qu'on nomme aujourd'hui classique, qu'on connaît aujourd'hui classique, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. 2014, le rebranding vers Microsoft Azure qui dit nous ne sommes plus un service collé à Windows, mais nous sommes un service universel qui fait du Windows et du Linux, qui fait tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un truc collé à nos produits historiques nécessairement. 2014-2015, le portail plateforme ARM qui sort, un truc très important aussi au niveau structure. Et 2018, peut-être un autre moment important, où ça rejoint les structures open source. Et juste avant de switcher, vous avez ici les différents logos au fur et à mesure du temps. C'est sympa et vous pouvez aller sur ce site pour voir l'évolution des différents logos. C'est intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire là-dessus. Et je passe le... En fait, non, c'est toujours moi, effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. C'est même pas moi ou nous, peut-être que nous sommes subjectifs, mais Ford dit que effectivement aujourd'hui, Azure, c'est l'offre, le cloud entreprise la plus crédible, giving AWS a run of its money. Donc ça, c'est intéressant. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, on a une couverture énorme des services et fonctionnalités. La couverture géographique, qui est plus importante que celle d'AWS par ailleurs, et d'autres fournisseurs de cloud. Et comme vous allez voir, il y a cette couverture la périphérie, tout ce qui est device. Donc, il y a toute cette couverture, tu peux avancer. Donc ça, c'est très rapidement pour voir un peu les trends, pour voir que, vous voyez, aujourd'hui, il y a une place incontestable entre Amazon et Microsoft au niveau part de marché, et les choses évoluent, et le reste, après, se joue plutôt en bas. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous montrer aujourd'hui qu'on est parti de 5 services à la base, qui étaient .NET Services, SQL, tout ça. Et on a énormément de services, on a un nombre de catégories très diverses et variées. C'est aussi quelque chose qui prouve, on va dire, la maturité de l'approche, de la couverture. Et il y a une chose à vous montrer juste après. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous vous êtes posé la question de combien de services il y a dans Azure? Oui. Est-ce que vous avez la réponse? Non, 50, 170. Alors, tu n'es pas si loin. Et ça parce que tu l'as fait peut-être avant hier ou avant hier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue très vite dans le temps parce que la technologie, parce qu'un nouveau service arrive. Mais aujourd'hui, il y a moins de cadence et il y a quelqu'un, on dit merci à Mike, qui a fait un petit script que vous pouvez récupérer après de notre part, qui fait un scratch, on va dire, non, pas scratch, voilà, sur le site web de Azure et qui compte les vrais services, les vrais endpoints, et tu peux avancer. Donc, quand j'ai exécuté hier, avec 178. Okay. Donc, ça, vous pouvez faire de manière continue et ça vous aide à voir. Voilà.
Voilà, et donc je passe le microphone à... On va passer aux tendances. On tendance dans Azure, c'est une partie plutôt plateforme moderne d'application. Donc Emeric va me rejoindre tranquillement. Alors les tendances cloud, on a bien sûr, je pense que vous avez entendu parler un petit peu de Cloud Native. Donc c'est la Cloud Native Computing Foundation qui propose énormément d'outils avec le fer de lance qui est Kubernetes pour pouvoir faire tourner ces applications sur dans un objet standard comme Kubernetes. Et c'est pas le seul, on a d'autres outils qui apparaissent, beaucoup font partie de Cloud Native Computing Foundation d'ailleurs, des outils et des standards qui vont être là multi-cloud, donc on pourra utiliser dans Azure, dans Amazon, notamment tout simplement pour pouvoir changer de provider quand on en a besoin. On a aussi une grosse tendance qui est de plus en plus voir de services qui sont dans un mode serverless, donc qui vont nous permettre c'est quand même un des grands intérêts de ne payer que ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. On va détailler un petit peu après. Du data mesh, donc là c'est une autre tendance d'essayer d'harmoniser un petit peu et d'harmoniser surtout l'accès aux données qu'on peut avoir de manière très transverse un petit peu partout. Évidemment, l'intelligence artificielle continue à avancer de plus en plus, avec de plus en plus de services avancés sur ce sujet. Presque des services qui existaient déjà, mais par exemple sur la reconnaissance vocale, traduction automatique, ça a énormément progressé par rapport à il y a quelques années. Et puis enfin, c'est pour faire tourner tout ça, il faut augmenter les capacités de traitement en stockage, mais aussi en compute. Et maintenant, on a des capacités doublées, triplées. On a des machines maintenant qui sont énormes dans Azure, ce qu'on ne voyait pas du tout avant en fait. Donc pour la partie hébergement d'applications sur Azure, globalement, on va avoir une offre assez complète qui vont partir, comme on disait tout à l'heure, plutôt d'offres infrastructures comme je pose ça sur une machine virtuelle. Oui, pour conteneur ou pour autre chose. Après, on peut avoir Azure Kubernetes Services. Là, on va utiliser forcément des conteneurs pour héberger son application dessus. Des containers instances qui sont une version un peu plus simplifiée de tout faire tourner des conteneurs dans Azure, c'est la plus simple. App Service, on pourrait faire tourner en conteneur, mais on peut aussi directement poser son code dedans. Et le petit nouveau Container Apps, donc là on se déplace de plus en plus vers la partie PaaS, et puis tout au bout, on a et serverless aussi. Tout à fait, en fait les deux derniers, Azure Container Apps et Azure Functions, sont deux produits qui sont dans le mode serverless dont on vient de parler, qu'on va détailler un tout petit peu. Finalement, pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices, en tout cas les gens, ils voient beaucoup de bénéfices. Ça sort d'un rapport qui a été fait en 2020, qui n'a pas encore été mis à jour, donc on regarde les infos de 2020, où les bénéfices attendus, en fait, c'est sans surprise de pouvoir augmenter la puissance comme on veut, avec une bonne flexibilité, d'aller plus vite sur le développement. Ça, c'est un peu étonnant. Ça, au début, je n'y avais pas pensé, mais c'est un bénéfice attendu. Aussi, diminuer ça, on s'y attend, c'est diminuer beaucoup l'administration du système et le fait aussi d'aller plus vite sur le fait de réaliser ces applications. Ça, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre un peu intuitivement sur le fait qu'on utilise un service plutôt que de faire soi-même sa machine, son infrastructure, son réseau. Voilà, Et puis, bien sûr, 50%, je suis étonné que ce soit si bas d'ailleurs, c'est la réduction des coûts. Et puis, il y a aussi de nouvelles manières de fonctionner, et ça, justement, on va en parler juste après. C'est justement l'intérêt d'Azure Container Apps, c'est de fonctionner comme on l'a vu en mode serverless, donc d'avoir une grande flexibilité dans l'utilisation. On va pouvoir augmenter automatiquement notre infrastructure selon le trafic que l'on a réellement à traiter. Et puis, ça va être automatique et on va payer à l'utilisation. Si j'en ai besoin pendant 10 minutes d'avoir un pic de charge, je vais payer plus pendant 10 minutes et puis après, ça va redescendre. C'est vraiment une consommation à la minute de l'utilisation. Et surtout, celle-ci, c'est là où je vais repasser la main, je pense, c'est sur les microservices. Et donc, les microservices, c'est là où on retrouve des architectures un peu plus modernes, basées éventuellement sur des événements aussi.
Ok, donc effectivement, dans les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités d'Azure qui vont sortir dans les mois qui viennent, qu'on a en preview aujourd'hui, il y a Azure Container Apps qui permet de simplifier du coup le déploiement de microservices parce que en fait c'est un Kubernetes as a service en mode serverless. Donc on va pouvoir déployer facilement des containers avec de l'orchestration un peu complexe. Tout ça qui soit géré par la plateforme Azure et en même temps de façon serverless. Ça veut dire que quand vos containers ne font rien ou sont peu utilisés, ils ne sont pas facturés. Et donc, ça vous permettra du coup de simplifier la création de microservices avec Azure Container Apps. Il y a un autre framework, un runtime qui existe, qui est sorti chez Microsoft, qui s'appelle Dapper, pour Distributed Application Runtime. Et en fait, l'avantage de Dapper, c'est que Dapper va tourner dans votre pod avec en sidecar, un container sidecar qui tourne à côté de votre application. Et du coup, ça vous fait une boîte à outils géante, un gros Lego, pour simplifier le développement de microservices. Donc, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités pour simplifier ça. Il y a l'invocation de service à service. Ça simplifie l'invocation de service à service. Ça simplifie le state management, c'est-à-dire que vous pourrez très facilement brancher votre microservice sur une base de données NoSQL ou n'importe quel endroit pour mettre du stockage. Et ça se fera très simplement. Du coup, vous pourrez, en modifiant un fichier YAML avec de la config, et vous pourrez ainsi très simplement changer de stockage, d'endroit où vous stockez, que ce soit dans Azure ou ailleurs. Un autre service qui va vous simplifier aussi, c'est le PubSub. Ça simplifiera les scénarios de publish subscribe. On va retrouver du coup un côté un peu serverless aussi, parce que avec Dapper, pour le développement, on a la possibilité d'utiliser des bindings pour des ressources et du coup des triggers pour avoir la programmation dirigée par des événements. Il y a dans le runtime Dapper également l'implémentation du pattern actor. Pattern actor qu'on utilise notamment souvent dans les jeux vidéo. Du coup, le virtual actor qu'on peut retrouver dans Orléans, qui est un framework que les Azuriens connaissent déjà depuis longtemps. Également l'observabilité, parce que quand on fait du cloud aujourd'hui, l'observabilité, c'est vraiment un des gros sujets également. Et enfin, la gestion des secrets et l'extensibilité, puisque tout le framework Dapper est complètement open source, complètement... même la gouvernance du projet est open source, c'est intégré au CNCF maintenant, la Cloud Native Foundation. Et du coup, tous ces projets-là sont Dapper. Une autre information à savoir, comme ça tourne dans un sidecar, en fait, on accède au runtime via une API REST ou via une API gRPC. L'avantage de ça, c'est que du coup, c'est multi-langage également, puisque comme derrière, sur une interface standard pour utiliser toutes ces fonctionnalités, on peut écrire ces microservices dans n'importe quel langage et du coup, avec n'importe quel framework. Ça s'intègre du coup très simplement. Et il y a des SDK qui existent en Go, en Node, en Python, en .NET, en Java, et en C++, en PHP, et tout. Et du coup, je vais vous présenter une petite démo. Du coup, je ne vais pas faire tourner tout de suite parce qu'elle est sur mon PC qui est en train de filmer. Voilà, elle est dans le cloud, mais je ne vais pas la lancer directement. En fait, c'est un scénario très simple où je vais vous faire tweeter. C'est un scénario très simple de Dapper qui tourne dans Azure Container Apps. Tout simple. Je vous expliquais qu'on avait des bindings dans Dapper et des event triggers. Ce scénario, un container va démarrer en fait quand il y aura des nouveaux tweets. Donc le tweet, par exemple, Global Azure Paris. Mon container sera réveillé par un post HTTP sur le binding en question.
c'est qu'il déclenchera dans mon application un envoi dans une queue storage qui, après, permet d'être retraité par un autre microservice de la même façon qui sera déclenché par un trigger de Dapper pour faire des actions. Il est ici, voilà. Donc ça, c'est du coup, là, on utilisera l'autre binding de Dapper. Du coup, le code... ouais. C'est juste ça le code, en fait. C'est juste pour que vous ayez un exemple de binding Dapper pour expliquer que c'est juste du YAML. La même config qu'on utilise dans Kubernetes, quelque chose de très simple, du coup. Du coup, ça permet, avec tous les bindings et toute l'API qu'on a dans Dapper, vous allez juste configurer un YAML. Là, c'est un exemple pour Twitter, mais c'est exactement la même chose quand on va faire du Cosmos DB, quand on va faire des bases, comme il y a des composants qui existent pour tous les clouds et pour la plupart des composants même cloud qui sont open source, qui ne sont pas liés à un opérateur. Ça permet du coup très simplement de faire du multi-cloud, de faire de se connecter un peu à tous les composants de Kubernetes. Il y a des choses qui sont faites sur Alibaba, il y a des choses qui sont faites sur AWS. Voilà, je dis ces gros mots aujourd'hui, mais c'est les dernières fois que vous entendrez ces gros mots-là aujourd'hui. Et donc, on va passer la main à Marius. Ouais. Donc, on a vu effectivement cette avancée dans le sens de la maturité des services plateformes. Et donc, on va parler maintenant des notions de gouvernance et d'accroissement de la complexité. Et donc, ce qu'on constate, c'est que plus les choses avancent, surtout au niveau voilà, des entreprises. Hein, au début, on parlait du cloud dans les startups, mais non, les entreprises moyennes, les grandes entreprises se mettent à faire du cloud de plus en plus. Et ben là, on constate arriver à des choses particulières qui sont, on a des centaines de souscriptions Azure ou des comptes Amazon, parce que pourquoi je parle de souscriptions Azure et des comptes Amazon? Parce que dans des grandes entreprises, vous ne trouvez pas uniquement de l'Azure. Vous trouvez de l'Amazon, vous trouvez du Google Cloud, vous pouvez trouver de l'IBM, voire de l'Alibaba même, et vous pouvez aussi trouver du cloud privé. Ce qui fait que tout ça devient vraiment compliqué. Ensuite, imaginez la complexité réseau à mettre tout ça, parce que n'oublions pas que chaque région Azure devient quelque part l'extension de votre data center, donc un bout de data center supplémentaire que vous devez intégrer. Et en plus, vous avez des systèmes legacy, imaginez tout ce qui est système d'identité. Vous devez vous intégrer avec. Imaginez tout ça, c'est très compliqué. Vous pouvez avoir plusieurs tenantes. Vous avez de l'Office, mais aussi de l'Azure. Vous venez d'avoir des merges des différents filiales et tout ça, très compliqué. Donc, si vous avancez. Et donc, on commence à avoir des approches supplémentaires qui nous aident vraiment à maîtriser cette complexité. Et la première chose que vous devriez savoir, c'est qu'il y a une grosse vue sur l'architecture et sur la maîtrise de cette complexité. Et le point d'entrée clé, ça s'appelle Cloud Adoption Framework. C'est un framework en général qui existe dans le cloud et pas uniquement dans le cloud, mais ça existe, c'est adapté pour le cloud et pour Azure en particulier. Vous trouvez dans Architecture Center, et dedans, vous trouvez ces notions qui vous aident à architecter l'ensemble des choses. Dedans, il y a une autre notion très importante pour laquelle un monsieur ici présent qui s'appelle Benoît Sautière va faire un travail particulier à vous partager. C'est les landing zones. C'est tout ce que vous avez besoin autour de votre application pour qu'elle soit hébergée proprement, de manière sécurisée, accélérée, dans le cloud et dans les conditions de votre entreprise. Donc, ça, ce que je montre ici, ça, c'est d'ailleurs mon fond d'écran sur le poste de boulot. C'est le schéma
typique d'une landing zone Azure, avec les composants que vous devriez avoir en vue et les intégrer, et avec des suggestions de patterns et tout ça. Donc ça, c'est la landing zone, vous aurez entendre de plus en plus ce mot les jours qui viennent. Et puis, vous parlez des services partagés de type Data Lake, les clusters Kubernetes, parfois, les petites équipes ne veulent pas gérer des clusters. Donc, comment tout ça, ça s'intègre? Ce sont des patterns d'intégration et de scalabilité d'entreprise. Et ensuite, on parle aussi des services qui sont, si tu veux avancer, des services qui sont dédiés à ce genre de problématiques. Et quel genre de service? D'abord, un service qui devient tellement important. Ça s'appelle Azure Policy. Peut-être quelqu'un d'entre vous, quelques-uns d'entre vous le connaissent déjà. On a une belle session aujourd'hui sur Azure Policy par Yuan. Et ça sert exactement à pouvoir maîtriser ce genre de gouvernance et imposer des règles avec soit simplement audit, mais aussi avec une manière de protéger, en imposant renforçant ça, voire des rémédiations en tant que telles. Des aspects cross-tenants. Vous avez plusieurs tenants Azure AD, par exemple. Vous avez des choses comme Azure AD B2B Collaboration qui vous permet d'avoir des invités, pas créer l'identité dans chaque tenant, tout ça. Puis, vous avez un service un peu spécial qui s'appelle Azure Lighthouse, qui vous permet de propager et maîtriser les identités cross-cloud. Et vous pouvez avoir cette approche, y compris pour les providers de services, avoir accès à un autre tenant sans pour autant entrer et mettre les pieds dedans complètement et que le propriétaire de ce tenant ne maîtrise plus rien. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, vous avez l'émergence des gestionnaires d'infrastructure. Quand on parle des services de type, et ça, c'est au fur et à mesure que ce n'est pas uniquement pour l'infrastructure d'ailleurs, c'est intéressant. Vous avez Azure Firewall qui vous permet, c'est un firewall, ça gère le filtrage, entrée, sortie, tout ça. Et on constate que dans une entreprise, on peut avoir plusieurs firewalls, c'est normal. Du coup, on a ce service qui est Firewall Manager qui permet de gérer de manière cohérente l'ensemble des Azure Firewall, les instances que vous avez. Et pareil pour les Virtual Networks, les VNet, vous savez, au début, on fait un petit VNet à nous avec plusieurs subnets. Il y a des gens qui font des grands VNet avec des petits subnets. C'est le modèle plutôt à la papi, je veux dire, plutôt. Et puis, vous avez beaucoup de VNet qui commencent à s'intégrer entre elles en mode hub and spoke, par exemple. Et pareil, la même problématique, comment on gère tout ça. Merci. C'est arrêté. C'est-à-dire qu'on est en dépassement de temps. Et donc, vous avez effectivement maintenant un Azure VNet Manager qui vous permet de gérer tout ça. Le déploiement, vous avez maintenant des notions de déploiement compliquées. Vous avez 3 machines, maintenant vous avez des dizaines, et surtout que ça se répète et ça s'intègre dans d'autres déploiements. Donc, Azure Blueprint pour déployer ce genre de choses. Et enfin, simplement pour avoir la vue générale, une interprétation transverse des choses qui se passent dans vos souscriptions, Azure Advisor commence à être un point incontournable. Donc, pour avoir cette vue à la fois sécurité, performance, fiabilité, coût, il ne faut pas oublier le coût, Azure Advisor. Excusez-moi. Oui. Le déploiement, ça veut dire on a Microsoft Azure sur CD et je peux l'installer ou c'est quelque chose dans le serveur comme Amazon. Ça, c'est le slide après. OK. Là, quand je parle de déploiement, c'est prévoir de déployer, on parle du cloud Azure, Microsoft Azure, de déployer des ressources du cloud, de type des VM, des websites, je ne sais pas, on parlait des container apps, tout ce que vous voulez, de manière cohérente, de mettre toutes ces ressources-là ensemble, les déployer, architecter, orchestrer, et puis ça donne un truc cohérent, et puis qui vous permet de maintenir le cycle de vie de ces déploiements. Voilà. Et les tendances maintenant, puisqu'on parle de cette complexité, c'est un autre axe, c'est l'axe, on va dire, par typologie d'infrastructure, on va dire, par modalité de travail hybride multi-cloud. Et dans le modèle hybride multi-cloud,
nous pouvons dire que nous travaillons dans le data center, on va dire, d'Azure. Donc, rappel, à l'origine, et c'est le moment de répondre à ta question, du coup. Microsoft Azure, Windows Azure au début, ça a été le cloud public, c'est-à-dire qu'on parle des data centers qui sont maintenus par Microsoft en l'occurrence et qui sont partout dans le globe, sur le globe, et qui vous permettent d'héberger en mode partagé avec d'autres, la plupart du temps, des services. Donc, c'est ça le cloud public. Mais ensuite, on a cette notion de qu'est-ce qu'on fait avec dans notre data center. On a des situations dans lesquelles on doit garder des applications dans le data center, des contraintes réglementaires, des contraintes de performance particulières, impossibilité d'infrastructure. Vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan. Comment vous faites? Parce que avoir la connexion Internet pour faire marcher du cloud public, c'est possible, mais ce n'est pas tout à fait évident vers la région à côté. En théorie, c'est faisable, mais bon. Donc, du coup, c'est là où on arrive vers des notions de data center dédiés, du cloud privé, voire des infrastructures, des petites, moyennes infrastructures dédiées qui sont représentées par Azure Stack, ce qu'on appelle l'Azure Stack. Donc, là, vous avez des aperçus de genre de devices qui viennent de Edge, par exemple. Edge, ce sont des devices que vous achetez dans l'entreprise et que vous mettez où vous voulez. Hein. Ça peut être dans une pièce, mais ça peut être dans une camionnette. Et ça fait le service. Et ça s'exécute chez vous. Mais ce qui est important, c'est que ça exécute de l'Azure. Et ça ressemble parfaitement à ce que vous faites pour déployer dans le cloud public Azure. OK? Et donc, ensuite, vous avez, c'est ce qu'on appelle Azure Stack HCI, Apple Converged Infrastructure. Donc, ça se déploie comme une sorte de OS virtuel en Azure, mais plutôt sur une infrastructure que vous l'avez déjà, mais qui respecte les standards que Microsoft impose. Donc ça, c'est quelque chose d'aussi intéressant. Et enfin, vous avez Azure Stack Hub, qui, cette fois, est fourni au niveau infrastructure par des partenaires qui sont listés en bas, qui peuvent se rajouter, on va dire. Et c'est eux qui gèrent l'infrastructure en tant que telle, mais après, derrière, bottom line, c'est toujours de l'Azure sur la manière dans laquelle vous travaillez avec les ressources. Et c'est ça l'avantage, avoir une même approche, un même type. Vous utilisez le blueprint que vous avez utilisé pour déployer dans la région nord d'Europe, c'est le même blueprint que vous utilisez pour déployer chez vous. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Juste une chose. Mais non, parce qu'on n'a pas parlé d'un autre aspect de l'hybridation. Et là, on a parlé du data center, mais là, on parle du edge, donc la partie périphérie qui dit on doit déployer. C'était vraiment le petit exemple qui était dans la camionnette. Donc ça, c'est la notion plutôt de edge, ou je ne sais pas, dans un coin qui est même déconnecté. Et donc, ça, vous avez des infrastructures dédiées. Et puis, vous avez les autres clouds. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de dire comment je peux faire les choses quand même pareil, parce que si j'ai dans l'entreprise aussi de l'Amazon ou du Google, c'est très compliqué. C'est pas la même connaissance que je dois avoir. Et surtout, comment gérer des machines ou des services ou des containers ou qui tournent ailleurs. Comment on le gère tous ensemble? C'est compliqué. Et donc, du coup, on a cette notion de services hybrides et multi-cloud qui sont représentés par Azure Arc, qui vous permet de gérer de VM ou des clusters Kubernetes ailleurs avec les mêmes outils que vous utilisez dans Azure. Et par exemple, Azure Policy va être utilisé pour gérer la même gouvernance, pour imposer les mêmes règles partout. Et bien ça, c'est génial. Pour les VM, vous pouvez appliquer des services, et d'ailleurs, Ibrahim va vous parler des aspects de sécurité. Comment mettre la sécurité? On peut partout. Voilà. Et vous avez ensuite Azure Arc dans tout ça, vous permet de déployer des services à cette source-là, et pas uniquement des services d'infrastructure, mais des vrais services applicatifs, du SQL Managed Instance, du Postgres, des Web Apps, Logic App, Function, Event Grid, APIM. Tout ça, vous les déployez si vous voulez. Même dans Amazon, c'est comme si vous aviez une APIM Azure. Ce n'est pas obligatoire que ça soit le meilleur modèle de faire. C'est à vous de regarder c'est quoi le mieux.
mais vous pouvez le faire, y compris on-prem. Donc, c'est ça l'approche hybride et multi-cloud. Donc, tu peux avancer? Oui. Sur Edge, normalement, il existe le CDN. Le CDN, donc CDN, c'est Content Delivery Network. C'est une infrastructure ressemblante au cloud parce que c'est un mesh partout dans le globe. Donc, il n'y a pas de sens pour moi de parler de CDN on the edge. Parce que chez Amazon, Oui. Edge est toujours, il y a CDN pour caching. Oui, en fait, la notion de edge, ça, c'est des edge endpoints. Donc, grosso modo, ça existe. Grosso modo, quand vous vous approchez de cette partie proche, donc la zone métropolitaine, et ça, il y a aussi dans Azure ce genre de services qui s'approchent et qui sont proches de vous et qui font ce genre de proximité. Donc, effectivement, ça fait partie. Donc, quand je parle de edge, ce n'est pas uniquement edge, effectivement, déconnecté ou spécialisé à vous, mais c'est aussi des services qui sont fournis par Microsoft, mais dans des zones métropolitaines et tout ça, et d'Amazon en l'occurrence, et ça c'est comme ça. Donc, le CDN se connecte effectivement à ça. Je vais avancer, je m'excuse, mais parce qu'on est pas mal en retard, mais c'est super intéressant. On peut continuer la discussion après. Merci. Et donc, ce que je voulais rajouter ici, rapidement, c'est voir cette structuration de type de service par classe, vous voyez. Donc, quelle fonctionnalité? La fonctionnalité hybride, c'est-à-dire on-prem à la fois et dans le cloud. Vous avez Azure Arc, Azure Stack. Vous avez un service qui s'appelle Modular Data Center, qui vous permet carrément d'avoir un data center standardisé déployé chez vous. ExpressRoute, qui est la partie d'infrastructure, de connectivité hybride entre les prémices, donc avec des opérateurs. Azure Active Directory pour l'identité, à la fois connecté avec AD en local et dans le cloud, ça se synchronise. Et enfin, Azure DevOps, sur quoi je pense que Cédric pourrait vous parler beaucoup plus, mais qui peut avoir aussi avec des workers implantés partout, cette fonctionnalité hybride. Sur le multi-cloud, je vous ai donné un exemple avec Azure Arc, mais on a aussi Sentinel et Microsoft Defender for Cloud, qui sont des services plutôt sécurité. Je vais laisser plus Ibrahima parler dessus, mais sachez que ce genre de service s'appelle Microsoft. Sentinel s'appelait Azure Sentinel avant. Vous trouvez même dans la doc française, ça traîne comme ça. Mais maintenant, ça s'appelle Microsoft Sentinel parce qu'on veut donner la possibilité de servir cloud multiple. Sentinel, c'est un service de CIEM, donc de gestion des incidents. Donc, ça se base sur les logs, sur les journaux d'activité de l'infrastructure et pas uniquement applicative, et qu'à la fin, ça détecte est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une intrusion, qu'est-ce qui se passe, comment je résous ce scénario, c'est ça Sentinel. Et maintenant, ça couvre vraiment plusieurs clouds. Voilà. Et Defender for Cloud, plein de services de protection des différents types d'assets, les VM, les services PaaS et tout ça, et qui maintenant se projettent en multi-cloud. Et enfin, côté Edge, je vous ai juste sorti 2 services qui sont spécialisés sur le Edge, avec Azure IoT Edge et Azure SQL Edge, mais bonne opportunité de dire qu'il y a plein de services qui se projettent à s'exécuter dans le Edge. Ce n'est pas toute la palette de services que vous trouvez dans un data center full, mais il y a une partie qui sont extraits, exécuter des containers de l'IA proche de vous. C'est ça le sens. Voilà. Et je passe la main à Ibrahima. Merci. Merci. Donc, on va parler des tendances de sécurité. Donc, il y a un certain nombre de baselines d'identité et de sécurité qu'on peut mettre en place. Dans un premier temps, il faut savoir que derrière une migration ou derrière un déploiement, il y a tout le temps la notion d'identité qui revient, parce qu'un utilisateur final, un administrateur, au final, on a tous besoin d'avoir un accès à une ressource. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne stratégie de gestion d'identité et des accès. Donc là, on se base souvent sur Azure AD, donc avec un certain nombre de fonctionnalités comme le Role-Based Access Control, la partie ABAC, Identity Protection, et pour les accès privilégiés, le Privileged Identity Management.
Azure AD Identity Protection, généralement, ça vient avec des licences Azure AD Premium, P1 ou P2. Ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'on a des licences, par exemple Microsoft 365 E5, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire utiliser la licence pour la partie Microsoft 365, mais également utiliser par exemple Privilege Identity Management pour la gestion des ressources dans Azure. Donc, un exemple simple, par exemple, je fais mon day-to-day task, je vais utiliser par exemple une stratégie Role-Based Access Control où on va me donner une assignation de rôle pour mes day-to-day tasks. Mais si j'ai besoin d'être global admin ou application administrator, des choses qui sont un peu plus élevées, je peux l'utiliser à partir de PIB. Et Johan va bien parler de la partie Azure Policy. Ça peut se gérer aussi avec Azure Policy pour mettre en place un certain nombre de stratégies, soit en mode audit, soit en mode deny, donc on va refuser certaines choses, soit en mode remédiation, où on revient corriger des choses qui n'ont pas été bien faites. C'est IAM comme Amazon, comme le IAM pour Amazon, c'est pareil? C'est plus que du IAM. Alors, je connais pas bien le IAM de AWS, mais ici, en fait, il y a le IAM normal, mais après, il y a le Privileged Identity Management où on va avoir des fonctionnalités un peu plus premium. Par exemple, j'ai besoin d'accéder à une ressource pour 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, et donc j'active le Privileged Identity Management. Je peux avoir des fonctions d'approval, par exemple. J'ai besoin des global admin pour exécuter une tâche, par exemple, ou déployer certaines choses. Je le fais pendant un certain temps. À la fin de ce temps-là, j'ai plus le droit. Ça, tu peux pas le faire en IAM normal. Tu es obligé d'avoir le PIB. Voilà. Après, il y a les Managed Identities, donc les identités managées, qui nous permettent en fait de pouvoir exécuter des choses dans des ressources Azure. Par exemple, je sais pas, un automation account, par exemple, pour faire déployer des scripts, par exemple. Et mon automation account, anciennement, on utilisait le run as account, mais Microsoft maintenant demande d'utiliser plutôt des manager identity pour plus de sécurité. Et la partie Key Vault pour à la fois la gestion des secrets, la gestion des certificats et la gestion des clés. Alors, j'ai un peu mélangé des acronymes que j'aurais dû... Donc, le CSPM, c'est Cloud Security Posture Management, qui est un peu géré par ce qui est en bas, la partie Defender for Cloud, qui donne un certain nombre de KPI aux clients en termes de recommandations. Comment aujourd'hui nos workloads sont avec un certain security score. Donc, comment on se positionne par rapport à une sécurité globale. Donc, on peut dire qu'à partir de 80-85%, on est correct sur certains déploiements. Mais l'idée ici, c'est d'avoir des indicateurs sur notre stratégie de sécurité globale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de gérer la partie recommandation, toutes les recommandations qui ont lieu derrière. Donc, par exemple, j'ai déployé une machine virtuelle avec des ports qui sont exposés, par exemple le port 22 ou le port 3389. J'ai donné des accès à des gens qui sont externes, par exemple. J'ai des vulnérabilités dans mes machines virtuelles, parce que derrière, il y a le CWP, le Cloud Workload Protection, et le Threat and Vulnerability Management. Ce que ça fait, c'est que il y a un certain nombre de défenses, de protections avancées qui sont appliquées sur
soit des machines virtuelles, soit des bases de données, soit du stockage. Un certain nombre de ressources sont supportées aujourd'hui. Et le Threat and Vulnerability Management, en fait, il y a deux choses. Il y a le moteur Qualys, donc qui va, par exemple, pour les machines virtuelles, faire un assessment de la machine et sortir les vulnérabilités. Ça peut être des vulnérabilités au niveau Windows, ça peut être des vulnérabilités au niveau Java, plein de vulnérabilités. Et donc, on a un certain nombre d'assessments qu'on a régulièrement et qui peut nous aider à corriger. Oui. Ouais, alors on va juste parler de la partie data protection, donc avec des services comme Backup, Azure Backup et Site Recovery qui nous permettent de mettre en place des stratégies de continuité d'activité et de reprise d'activité, et la partie encryption, donc at rest et in transit. Tu peux passer. Alors, il y a un certain nombre aussi, comme Marius l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de services qui sont natifs à Azure, qui nous permettent de mettre en place aujourd'hui un modèle Zero Trust, dont Azure Firewall, Application Firewall, DDoS Protection et un certain nombre de choses qui sont un peu basiques, comme les réseaux virtuels, les Network Security Group, les User-Defined Routes et les Load Balancers. On n'est pas forcément obligé d'utiliser Azure Firewall. On peut avoir des machines virtuelles, ce qu'on appelle des Network Virtual Appliances. Par exemple, du Palo Alto, du Checkpoint, du Fortinet et un certain nombre d'autres fournisseurs d'appliances de sécurité pour pouvoir mettre en place la partie sécurité réseau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la partie exposition publique-privée. Public quand on a besoin que plein d'utilisateurs puissent utiliser notre application de n'importe où, mais aussi la partie privée où, par exemple, on a une application en interne qu'on n'a pas forcément besoin d'exposer publiquement. Et là, on a ce qu'on appelle Azure Private Link pour pouvoir faire cette exposition privée. Néanmoins, on a plein de solutions. Ça peut être du Azure Firewall Premium, ça peut être du Azure Application Gateway, ça peut être du Azure Front Door pour pouvoir exposer publiquement nos applications. Oui, le choix, il est plus ou moins... Ouais. Donc là, il y a la partie publique où on a des solutions, des services PaaS on peut avoir des contraintes, on peut ne pas pouvoir exposer de manière privée. Quand on a besoin, quand on peut, on utilise le Private Link pour pouvoir exposer de manière privée les workloads. Alors, dernière chose, vas-y. Dernière chose, je voulais vous parler de Azure Mission Critical. Donc, en fait, c'est une architecture de référence. Déjà, c'est un projet open source que vous pouvez retrouver sur GitHub, qui permet d'avoir un certain nombre de guidelines, on va dire, je n'ai pas réussi à le dire en français, pour pouvoir créer des applications cloud native. Donc, il y a un certain nombre d'approches en termes de design que vous pouvez retrouver. Il y a une partie online, donc c'est la partie public facing, et il y a la partie connected, où c'est la partie privée. Donc, si on veut faire du container, de l'AKS, etc., etc. Donc, je pense que c'est bon. Voilà. Je te laisse la main. Ouais. Merci, Ibrahim. Alors, on va continuer avec toujours les tendances d'Azure. Alors, je vais vous parler en premier des coûts. Donc, ça fait partie d'un des piliers majeurs de la gouvernance. Alors,
Quand on parle de coût, on va parler de FinOps. Donc, c'est la démarche qui permet de garder le contrôle sur les coûts, comprendre où les coûts dans l'usage de vos ressources, donc où les coûts ont lieu, pourquoi, et au-delà de ça, bah, essayer d'optimiser ces coûts à travers différents moyens. Donc, quand on met en place une démarche FinOps, bah, ce n'est pas qu'un élément technique, c'est une organisation à mettre en place. Alors forcément, la dernière personne qui va être intéressée, ça va être le directeur financier, puisque c'est lui qui va devoir payer la facture à la fin. Mais avant qu'il obtienne tous ces éléments de coût, il va falloir que bah, les différents intervenants de la plateforme cloud ou bien un centre d'excellence, les ops, etc., mettre en place toute l'organisation technique pour pouvoir bien identifier tous les workloads des applications afin que ce directeur financier il puisse voir au niveau des coûts, bah, quel département métier a consommé tant de services, etc. dans Azure. Donc, c'est un modèle d'organisation à mettre en place. Forcément, des nouveaux process à mettre en place, des indicateurs à bien choisir et enfin, un outil qu'on va mettre en place. Donc, dans Azure, c'est l'Azure Cost Management et Billing. Alors, souvent, dans les grandes entreprises, ces coûts peuvent être refacturés en interne ou en externe. Si par exemple, la société s'appuie sur des partenaires intégrateurs qui sont engagés sur cette consommation Azure. Donc à un moment donné, il va falloir bien identifier au niveau de la souscription ou autre que bah, tel coût qui arrive, ça devrait être refacturé. Donc la démarche FinOps permet de gérer tous ces ensembles-là. Donc j'ai mis des bonnes pratiques de gestion des coûts. Alors on parle de continuous cost optimization parce que c'est pas quelque chose qu'on met en place one shot et après on l'oublie. Non, c'est des process régulièrement, tous les mois, en fonction des sujets, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. On va devoir vérifier si les ressources sont bien utilisées de la bonne manière, qu'il n'y ait pas de coûts perdus et donc dans un but d'optimiser ces coûts. Donc j'ai mis un certain nombre de bonnes pratiques, bien sûr tout ce qui est reporting, tout ce qui est optimisation des ressources. Alors il y a un service Azure Advisor qui va vous fournir en permanence des recommandations. Donc la première bonne chose, c'est d'appliquer, mettre en œuvre les recommandations qui sont proposées. Mais après, bon, il y a d'autres moyens au niveau de l'architecture, le right sizing, choisir les bonnes tailles de VM ou bonnes catégories de bons plans de service à mettre en œuvre pour pas dépenser inutilement, etc. Et puis, il y a un aspect vraiment pur coût, entre guillemets, licence, à savoir les ressources comme les VM, on peut les réserver sur 1 an, sur 3 ans, et ça apporte des gains en coût vraiment très significatifs, jusqu'à 75-72% là, par rapport à la formule Pay as you go. Et pareil, si on a des licences SQL entreprise on-prem, on peut les réutiliser dans le cloud avec l'offre Azure Hybrid Benefit qui permet de faire 80% de gains sur les coûts des licences. Voilà. Alors, cette démarche, elle a forcément un impact positif direct sur les coûts, donc sur les investissements futurs, mais aussi sur l'architecture, parce qu'on va mettre en place des bonnes patterns, comme Marius l'a expliqué précédemment, et puis aussi sur la sécurité. Et c'est petit passage de relais sur le sujet qui va suivre, qui va être aussi sur l'environnement, puisque à partir du moment où vous contrôlez finement vos coûts, vous ne dépensez pas plus que ce qu'il ne faut, eh bien, vous allez consommer moins d'électricité, moins de ressources environnementales, et donc vous participerez à réduire un peu l'impact sur l'environnement. Donc, je vous ai mis une petite copie d'écran de l'outil Azure de gestion des coûts qui permet d'avoir un détail des coûts au niveau de la souscription ou de la ressource groupe. Donc, je vous parlais d'environnement et donc de sustainabilité ou développement durable. Alors aujourd'hui, le sujet se focalise essentiellement au niveau des émissions carbone. Voilà, c'est le critère que, on va dire, le secteur a adopté. Alors, j'ai commencé par un petit schéma
qui vous montre un petit peu, en termes d'émissions carbone, comment ça a été catégorisé. Donc, il y a plein d'organismes, vous pourrez voir, en France, en Europe, dans le monde. Voilà, ils sont quand même tous mis d'accord sur... Il y a 3 types de périmètres, 3 scopes liés aux émissions carbone. Donc, il y a les émissions directes. Donc, c'est ce que la société va vraiment émettre directement à partir de sa propre fabrication. Donc, c'est le scope 1. Il y a un deuxième scope qui est le scope 2, qui sont toutes les émissions indirectes liées à l'énergie, donc la consommation électrique, la consommation d'eau, etc. Et il y a un troisième périmètre, le scope 3, qui est, alors là, le plus compliqué à suivre. Donc, c'est tout ce qui est les émissions liées, donc les émissions indirectes liées en amont au niveau de leurs fournisseurs dans l'entreprise. Donc, la fabrication des éléments que vous, ensuite, vous allez intégrer, le transport, etc. Donc, ça, c'est en amont. Et puis, ensuite, en aval, une fois que vous avez construit votre produit, il va falloir le livrer au client. Le client va l'utiliser pendant sa durée de vie, qui peut être variable. Et puis, le produit va être ensuite disposé, réutilisé ou pas en fonction de comment il a été fabriqué et de ses composants. Donc, si on veut vraiment avoir une bonne vision des émissions carbone, il faudra avoir une bonne vision des consommations, voilà, pour tous les périmètres. Et aujourd'hui, on commence à avoir des bons indicateurs sur le scope 1 et 2. Scope 3, ça veut dire que toute la filière, toute la chaîne, la supply chain, doit fournir ces éléments-là. Et aujourd'hui, la première problématique, c'est d'avoir ces données-là. Donc, tous les secteurs se mettent en ordre de bataille pour avoir petit à petit tous ces éléments-là. Donc, ça a commencé avec certains secteurs, l'énergie, etc. Et l'IT, bien sûr, s'y est mis depuis plusieurs années. Alors, j'ai mis le petit lien, alors on ne le voit pas parce qu'il est vraiment tout en bas. Voilà, c'est l'agence américaine de l'environnement, mais c'est le même principe, vraiment, c'est adopté par tous les organismes mondiaux, même français. Donc, vous retrouvez la même logique. Alors, si on fait un petit focus sur le développement durable chez Microsoft, alors que Microsoft, donc, il y a 2 ans, s'est engagé sur un programme très ambitieux, c'est d'être carbone négatif, water positive et 0 déchet en 2030. Donc, c'est vraiment un énorme challenge. Alors, vous allez retrouver dans la littérature différents types de termes qui peuvent être un petit peu confus. Alors, j'ai ce que j'ai mis juste en dessous. Donc, on va distinguer carbone neutral. Souvent, les entreprises se présentent comme carbone neutre. Alors, c'est la première phase, on va dire, de gestion et de contrôle des émissions. Carbone neutre, ça signifie que vous compensez vos émissions. Ça ne veut pas dire que vous avez réduite, forcément, mais vous avez compensé de manière financière. Carbone net zéro, ça veut dire que toutes les émissions que vous produisez, là, d'une autre manière, vous allez les annuler. Vous allez les annuler à travers des projets de reforestation, de capture de CO2, etc., etc. Et donc Microsoft s'est engagé à être carbone négatif, c'est-à-dire à capter finalement plus de CO2 que ce que l'entreprise va émettre d'ici 2030. Donc pour les aider dans cette démarche, donc Microsoft a prévu d'investir 1 milliard de dollars dans le développement durable, donc dans des projets de recherche, de captation de ce CO2, d'enfouissement de CO2. Donc, ça passe par une fondation qui va investir dans tout un tas de projets pour qu'il y ait des applications vraiment concrètes qui leur permettent de diminuer ces émissions. Voilà. Et puis, il y a eu un autre engagement qui a été pris, c'est de supprimer tout le carbone émis depuis la création de la société, donc d'ici 2050. Excusez-moi, ça veut dire que vous allez améliorer totalement l'utilisation de pétrole pour création d'électrique qui va utiliser par exemple le solaire énergie comme ça?
Voilà, alors j'en parle dans le slide suivant. Mais c'est bien ça. Alors quand vous dites vous, moi je ne travaille pas pour Microsoft. Hein. Je représente un petit peu voilà, les actions qu'ils font dans ce domaine. Donc là, petit focus justement sur la partie data center Azure. Aujourd'hui, hein, tous les data centers du monde, tous fournisseurs confondus, tous hébergeurs, voilà, c'est 2,4% de la consommation d'énergie mondiale. Donc, c'est toujours en croissance. Donc, il y a vraiment lieu dans le secteur IT, à diminuer ces émissions. Donc, l'objectif de Microsoft, c'est d'être, d'ici 2025, d'utiliser 100% d'énergie renouvelable. Donc, ils ont commencé. Donc, il y a un data center en Arizona qui est entièrement alimenté par une centrale solaire qui est juste à côté. Alors, ça tombe bien, c'est un coin des États-Unis avec beaucoup de soleil, de chaleur. Donc, il y a une centrale solaire qui alimente entièrement ce data center. Voilà, donc c'est le premier pas, mais d'autres vont suivre, bien sûr. Il y a une autre initiative, je dirais un peu moins connue, c'est les Microsoft Circular Centers. C'est-à-dire que dans les data centers, forcément, régulièrement, ils achètent du nouveau matériel. Hein, vous voyez, des nouvelles instances de machines avec des capacités plus puissantes, mais aussi des processeurs plus efficients en termes d'énergie. Et donc, il y a forcément des anciennes machines. Donc là, Microsoft s'engage dans le recyclement, enfin circulaire, de réutiliser 90% de ces composants. Donc les composants sont démantelés et réutilisés quand c'est possible. Donc là, c'est leur objectif. Au niveau des data centers, toujours, voilà, ils ont un plan pour changer le carburant des groupes électrogènes. Donc les groupes électrogènes, c'est lorsqu'il y a un problème d'énergie électrique et qu'ils prennent le relais pour que les data centers puissent continuer à fonctionner. Donc c'est pareil. Donc aujourd'hui, c'est majoritairement du diesel. Donc ils s'engagent vers une voie à utiliser du biocarburant à 50% bio et ils pensent déjà ensuite utiliser l'hydrogène. Et sur l'année dernière, sur 2021, voilà, 4 data centers ont été certifiés zéro déchet. Donc, maintenant, ce qui va vous intéresser plus, c'est les émissions carbone, comment les gérer, comment les superviser et prendre des actions. Donc, quels sont les outils pour vous, ceux que vous pouvez mettre en œuvre. Alors, il y a deux types d'outils qui sont proposés par Microsoft. Donc, il y a un dashboard Power BI qui permet de suivre toutes les émissions liées à votre consommation de Azure et ou de Microsoft 365. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez déployer et mettre en œuvre assez rapidement, assez facilement, et qui permettra d'avoir une bonne vision de voilà, toutes les émissions carbone sur votre propre usage. Et donc, pareil, hein, si vous, avec une démarche FinOps, vous arrivez à optimiser l'usage de vos ressources, baisser les coûts, vous verrez très probablement aussi un impact sur les émissions. Et puis, il y a une deuxième solution, donc un peu plus générale, Microsoft Cloud for Sustainability. Donc là, c'est pour la gestion de vos propres émissions carbone liées à votre logistique, à vos usines, vos produits, etc. Donc là, une solution vraiment complète et packagée. Voilà, je crois qu'on est bon. Merci à tous. Voilà, donc je pense que vous avez compris à travers ces différentes tendances qu'aujourd'hui, et depuis un moment, le cloud est devenu bien mature. On a vraiment des services très aboutis en termes de complexité, mais en termes de possibilités. Donc, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de bloqueurs pour adopter le cloud. Et je pense que vous le verrez un peu plus en détail à travers les différentes sessions qui vous seront proposées aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire bonne session à tous.